Il y a un paradoxe absolument fascinant dans notre façon d'aborder la technologie en ce moment, je trouve. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça, on assiste à une obsession collective pour l'intelligence artificielle. Tout le monde ne parle que de ça, oui. Bah oui, la taille faramineuse des modèles, les pétaflops de puissance, l'automatisation de tout et n'importe quoi, ou même juste l'élégance de l'interface, quoi. C'est le nouveau jouet brillant, en fait. Exactement. C'est un peu comme si on s'extasiait devant la carrosserie et le moteur d'une voiture de sport flambant neuve. Mhm. On admire les finitions, on regarde le compteur, on se projette déjà sur l'autoroute. Mais on oublie un détail crucial, en fait. Lequel? Bah, on s'apprête à conduire ce bolide sur un chemin de terre rempli de nids de poules, de boue et de clous rouillés. Ah oui, et l'image est parlante, hein. Et après, on s'étonne quand les pneus éclatent au bout de 100 mètres, hein, c'est ça. C'est complètement ça. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, on va faire aujourd'hui une grande plongée analytique dans un texte qui, franchement, remet les pendules à l'heure là-dessus. C'est clair qu'on en a bien besoin. C'est un article qui a été publié le 20 avril 2026 par Mauricio Rizzari. Ça s'intitule, alors je traduis, Syragos et le cycle de vie conscient des données, pourquoi la gouvernance des données commence avant les résultats de l'IA. Un titre un peu long, mais très précis. Voilà. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de décortiquer cette vision et de comprendre pourquoi notre approche actuelle de l'information, elle est fondamentalement à l'envers. Ouais. Alors, l'analogie de la voiture de sport est super intéressante, mais j'y mettrais quand même un petit bémol. Ah bon? Dites-moi. En fait, elle sous-entend que la voiture elle-même, donc l'IA, Mhm. est parfaite et que seul le terrain pose problème. D'accord. Sauf que la réalité que décrit l'article est un peu plus complexe. Le moteur de cette voiture, il est complètement aveugle. Il voit rien du tout, en gros. C'est ça. Il ne sait pas faire la différence entre une route goudronnée et un champ de mine. Il fait juste que rouler à la vitesse qu'on lui demande, avec le carburant qu'on lui donne. Ouais, logique. Et donc, la question fondamentale posée ici pour n'importe quel système opérationnel, c'est pas ce que l'IA est capable de recracher à la fin, C'est quoi alors? c'est de comprendre ce qui arrive aux données avant, pendant et après que le système intelligent ne les touche. C'est ce fameux cycle de vie conscient dont parle Rizzari. Ok, je vois. Mais juste avant d'aller plus loin là-dedans, il y a un terme dans le titre qu'il faut absolument clarifier pour qu'on ne perde personne. Syracuse. Oui, le gros mot. Bah ouais, parce que quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, oula, c'est quoi? Un nouveau logiciel hors de prix qu'il faut installer, une nouvelle architecture de serveur? C'est une confusion super courante, ouais. Mais Syracuse, c'est pas du tout un logiciel à installer en cliquant sur suivant, en fait. D'accord, donc on n'achète pas une licence. Non, voilà. L'auteur l'utilise plutôt comme, disons, un avatar conceptuel. C'est un cadre philosophique et méthodologique. Un peu comme une façon de penser l'entreprise. Exactement. Faut voir ça comme l'incarnation de la gouvernance de l'information. L'idée, c'est de repenser la façon dont les machines et les humains interagissent avec la vérité au sein d'une organisation. Hmm. Et le cœur de cette approche, c'est ce qu'il appelle le cycle de vie conscient des données. Et franchement, ce mot « conscient », il en dit long. Pourquoi vous dites ça? S'il faut militer pour un cycle de vie conscient, c'est bien la preuve que jusqu'à présent, la gestion de l'information relevait plutôt du somnambulisme, non? C'est très bien résumé, ouais. On entend souvent ce cliché insupportable dans toutes les conférences tech, genre « les données sont le nouvel or ». Ah oui, on l'a entendu 1000 fois celle-là. Ouais. Mais si on file cette métaphore, on a l'impression que la stratégie actuelle, ça se résume à extraire cet or à la dynamite, Mhm. et ensuite on jette les pépites en vrac dans une benne géante plongée dans le noir, et on prie pour qu'une IA plonge là-dedans et nous ressorte des bijoux parfaitement ciselés. Mais c'est exactement ça, et c'est ce qui mène droit au désastre en fait. C'est ce que dit Rizzari. Tout à fait. Il attaque cette idée de front. Il dit que si l'information est le nouvel or, alors l'extraction, c'est plus du tout un défi aujourd'hui. Bah oui, on sait aspirer des téraoctets à la seconde. Voilà, c'est un problème résolu. Le vrai enjeu, le vrai problème, c'est la gouvernance de cet actif. D'accord. Rizzari postule que pour qu'une information brute devienne une valeur fiable, elle doit suivre un cycle de vie qui n'a absolument rien d'accidentel. Donc on arrête de croiser les doigts. C'est ça. Le cycle ne peut pas être fragmenté selon les départements de l'entreprise ou dicté par le logiciel à la mode de l'année. Il faut une vraie intentionnalité structurelle. Donc il faut arrêter de pelleter des données dans des serveurs en espérant que le chaos va s'organiser tout seul par magie. Exactement. La magie n'existe pas dans les bases de données. Oui, du coup, comment on passe de cette théorie à la pratique? Parce que le texte détaille un processus en 4 grandes étapes, c'est ça? Oui, 4 dimensions pour construire ce fameux cycle conscient. Si on regarde la toute première étape, celle de la genèse de l'information, le constat est quand même assez rude. En gros, créer une donnée,
C'est déjà commencer à la perdre si on fait pas gaffe. Oui, c'est vraiment la mécanique de la création qui est pointée du doigt ici. Comment ça? Dans une entreprise classique, la création d'un document, ça ressemble à un truc complètement anodin. Quelqu'un ouvre un traitement de texte, rédige un compte-rendu de réunion, Ouais, il le nomme vaguement et il clique sur sauvegarder. voilà. Et Rizzari explique que ça n'a rien de neutre. C'est le tout premier moment de la gouvernance. Le point zéro, quoi. C'est ça. Si ce document est créé sans qu'on y attache son contexte, son utilité commence à pourrir à la seconde même où il est enregistré. C'est fou de voir ça comme une denrée périssable, en fait. C'en est une. Imaginons ce fameux compte-rendu. Si dans 6 mois, une autre équipe tombe sur ce fichier, Mhm. mais qu'elle ne sait pas si les chiffres incluent les taxes, ou si les décisions ont vraiment été validées par la direction, ou si c'était juste un brouillon, Exactement. le fichier existe sur le disque dur, il prend de la place, mais d'un point de vue décisionnel, il est mort. Précisément. Et c'est pour ça que les systèmes dits consents exigent de capturer le comment et le pourquoi au moment même du quoi. Ah, ça c'est une belle formule. L'article liste vraiment des questions qui doivent devenir des réflexes. Qui a produit cette donnée? À partir de quelle source exacte? Ouais, dans quel flux de travail, sous quelles conditions de responsabilité? Voilà. Sans cet ancrage-là, on génère pas de la connaissance, on génère juste de l'ambiguïté. Et c'est là qu'on glisse vers une situation qu'on a tous vécue, hein. Si on multiplie cette ambiguïté par, je sais pas, des millions de fichiers par jour, On crée un enfer numérique. c'est ça, hein. En lisant l'article, j'ai eu cette image, un peu le syndrome de Diogène appliqué à l'informatique. Ah oui, l'accumulation compulsive. On connaît tous ce fameux fichier rapport-du-bas final-du-bas V3-du-bas vraiment final corrigé.pdf. Oh là là, oui, le classique. On a des serveurs entiers remplis de ce genre de trucs, on empile les archives, on est super rassuré parce qu'on se dit génial, on a tout gardé. Mais on retrouve rien, hein. Voilà, retrouver un contrat spécifique avec ces annexes 3 ans plus tard, c'est de l'archéologie. D'ailleurs, la source a une phrase super cinglante là-dessus. Laquelle? L'accumulation n'est pas l'utilisabilité. Je trouve ça frappant. Et c'est une distinction cruciale, en fait. L'accumulation silencieuse, c'est vraiment la maladie chronique de nos infrastructures modernes. Une donnée utilisable techniquement, c'est pas juste une donnée qu'on n'a pas effacée. C'est quoi la différence? C'est une donnée structurée de manière à être découverte, interprétée et reliée à son contexte d'origine, peu importe qui la cherche. Donc ça demande une sacrée discipline. Une architecture d'accès extrêmement disciplinée, oui. Et c'est là que l'intelligence artificielle, et surtout les LLM, ils agissent comme un gros miroir aux alouettes. J'avoue que je me suis fait la réflexion, en lisant ça, je me suis dit, mais attends, pourquoi s'embêter à trier et nommer tous nos fichiers à la main? Bah oui, c'est tentant. On va juste brancher un LLM ultra puissant sur notre serveur poubelle, et vu qu'il est super intelligent, il va faire le tri, comprendre le contexte et me pondre une belle synthèse en 3 secondes, non? Et voilà, c'est l'une des illusions les plus dangereuses de notre époque. Et Rizzari est vraiment intraitable là-dessus. Ah bon? Pourquoi ça marche pas? Parce qu'un modèle de langage, ça fonctionne sur la prédiction probabiliste de mots. Son but, c'est d'être fluide, de produire du texte qui a l'air naturel et convaincant. Si on le branche sur un marécage de données pas gouvernées, avec des brouillons mélangés à des versions finales, des trucs sans contexte, l'IA va pas réparer cette inutilisabilité. Elle va faire quoi alors? Elle va la masquer. Ah, En gros, elle va faire ce qu'on appelle de l'hallucination, mais très bien formulée, quoi. c'est pire que de l'hallucination pure en fait. Elle va tisser ensemble des faits disparates, parfois périmés, pour construire une réponse qui a l'air implacable logiquement. Ouch. C'est comme un accumulateur compulsif, mais très éloquent, qui va vous expliquer avec un aplomb fou pourquoi cette pile de journaux mouillés au fond du garage, c'est une bibliothèque classifiée. Ah ouais, je vois le genre. La fluidité verbale donne une fausse sensation de clarté. L'utilisateur lit un paragraphe super bien écrit et il suppose, à tort, que la donnée en dessous était carrée aussi. Donc le vendeur nous refourgue un produit cassé, mais avec un sourire et un discours tellement charismatique qu'on signe le chèque les yeux fermés. Exactement. C'est assez terrifiant. Mais bon, imaginons qu'une entreprise a compris la leçon. Ok. Elle crée ses données avec tout le contexte. Elle structure son architecture. Tout est utilisable. On est bon, non? Bah non, le travail n'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre mur qui arrive, avec le temps. C'est la 3e dimension de Rizzari. La nécessité de persistance. Alors, attendez. Là, j'ai cru comprendre qu'il y avait un piège de vocabulaire dans le texte. Tout à fait. Parce que dans la tech, quand on dit persistance, on pense direct au bouton sauvegarder. On se dit, OK, c'est sur le cloud, il y a des backups sur 3 serveurs différents, donc c'est persistant. C'est la confusion classique. Il faut complètement séparer la persistance technique, les backups, de la continuité opérationnelle dont parle le système Syragos.
Mais c'est quoi la différence concrètement? Faire des backups, c'est via ponderie informatique. Ça sert juste à éviter qu'un disque dur qui grille détruise un fichier. Ce qui est déjà pas mal. Oui, mais la vraie persistance dans un cycle de vie conscient, c'est la survie du sens et de l'intégrité face à l'érosion du temps. Et l'érosion des infrastructures. L'érosion des infrastructures, hein. C'est-à-dire pour un document de travail, par exemple. Bah, imaginons une boîte qui utilise un super logiciel de gestion de contrats en 2026. Ok. Ce logiciel, il relie tout, les contrats, les emails de négociation, les signatures électroniques, tout est dans une interface super pratique. Tout est lié. Mais en 2030, la boîte change de logiciel, ou le fournisseur fait faillite. Ah, Et là, on exporte tout. voilà, les fichiers sont exportés, les backups existent, mais les liens entre les contrats et les emails, pouf, ils ont disparu. Oh waouh! Et les preuves cryptographiques des signatures ne sont plus lisibles par le nouveau système. Donc la donnée brute a survécu, oui. Mais son intégrité, sa traçabilité, sa défendabilité juridique, tout ça a été pulvérisé. En gros, on a le quart, mais on a perdu l'esprit du fichier. C'est une super métaphore. C'est comme retrouver un vieux parchemin, on voit bien qu'il y a de l'encre dessus, mais on a perdu la pierre de Rosette pour le lire. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que l'auteur insiste, la persistance, c'est garantir qu'une donnée puisse toujours être auditée et vérifiée, peu importe les changements de logiciel ou les départs de salariés. Ouais, parce qu'une donnée qui traverse pas le temps avec son contexte, ça a juste une valeur éphémère. Et baser des décisions critiques sur des actifs éphémères en entreprise, c'est une faute de gouvernance. Le Saint Graal. Oui. Parce que si une donnée est bien créée, bien structurée, persistante avec son sens intact, bah là on débloque sa vraie puissance. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, parce qu'on survole souvent ce truc. C'est vrai. Franchement, la réutilisation aujourd'hui, ça ressemble un peu à un mythe dans plein de boîtes. À chaque nouveau gros projet, on a l'impression que les équipes repartent de zéro. Ah bah complètement. On refait des études de marché, on recrée des processus, juste parce que personne n'a confiance dans les archives il y a 2 ans. C'est le syndrome de Sisyphe de l'informatique, hein. C'est-à-dire, On pousse un énorme rocher de données en haut de la colline pour un projet précis, ouais, et dès que c'est fini, le rocher retombe tout en bas, dans les méandres des dossiers partagés, et au projet suivant, on recommence à pousser depuis le bas. l'enfer. Alors que l'article soutient que la réutilisation, c'est pas juste pratique, c'est là qu'est le vrai retour sur investissement. Exactement. Rizari donne plein d'exemples, hein. La conformité réglementaire, l'analyse prédictive ou même l'entraînement des modèles d'IA internes. Oui, parce que si l'information est gouvernée, on peut l'extraire et la remettre dans un nouveau scénario sans douter de sa véracité. Voilà, une donnée de production d'il y a 3 ans. Si elle a gardé ses métadonnées et ses validations, on peut s'en servir aujourd'hui pour optimiser une nouvelle chaîne logistique avec une IA. Ça devient un actif qui capitalise avec le temps, en fait. C'est tout à fait ça. Si on ne réutilise pas de façon sécurisée, on ne construit pas d'intelligence collective, on fait juste que cramer de l'énergie pour des résultats jetables. Ce qui nous ramène du coup à l'éléphant dans la pièce, hein. L'IA au quotidien. Ah, on y arrive. Bah oui, on a vu la création soignée, l'utilisabilité, la persistance, la réutilisation. La logique est implacable. Mais bon, l'article est ancré dans notre réalité de 2026, qui est complètement saturée par l'IA. Concrètement, comment ce concept de Syragos va redéfinir le résultat final que l'IA va nous afficher sur notre écran demain matin? Il le redéfinit en brisant une immense illusion. Laquelle? L'illusion que la machine sait mieux que nous. L'article rappelle un truc fondamental, l'intelligence artificielle ne crée pas la confiance, elle l'emprunte. Elle l'emprunte aux données qu'elle ingère. L'intelligence qui en sort sera structurellement faible. Hmm. Donc le but de Syragos, c'est vraiment de construire un périmètre de confiance autour de l'IA pour que ce qu'elle mange soit irréprochable. Faut traduire un peu le jargon de l'auteur, là, quand il parle de vecteur de risque opérationnel. Oui, c'est un peu aride. Parce que c'est pas juste un mot compliqué pour dire le logiciel bug. Dans la vraie vie, ça a des conséquences dingues. Vous avez un exemple en tête? Prenons un cabinet d'avocats qui utiliserait une IA pour analyser des jurisprudences. Très bon exemple. Si cette IA pioche dans des archives qui n'ont pas de cycle de vie conscient, on peut se retrouver au tribunal avec des arguments obsolètes ou des lois qui ont changé depuis. Et le gain de temps de la machine se transforme en procès pour faute professionnelle. C'est ça, ouais. On est incapable de prouver d'où viennent les affirmations du robot. Et c'est là que le piège se referme. Rizari pose des questions vraiment redoutables pour tester un système intelligent. Du style? Du style, face à la réponse de votre IA, est-ce que vous pouvez reconstruire instantanément les sources exactes? Souvent non. Est-ce que le processus décisionnel peut être audité? Le résultat est-il lié à des preuves indélébiles? Qui avait approuvé la donnée il y a 2 ans? Et si la réponse est non?
Si c'est non à une seule de ces questions, votre outil magique d'efficience, c'est une bombe à retardement juridique et opérationnel. C'est un changement de paradigme vertigineux, en fait. Ah oui, on réalise pas à quel point. Celui qu'au moment précis où la petite barre de chargement de ChatGPT ou autre disparaît et qu'on a notre super synthèse de 5 paragraphes sous les yeux, le match est déjà plié. Il est terminé depuis longtemps, oui. Les vraies décisions, celles qui font que ce texte est vrai ou que c'est un mirage toxique, elles ont été prises en amont, au moment où le tout premier fichier a été créé et nommé. Et c'est exactement pour ça que la gouvernance commence bien avant le résultat. C'est fascinant. Pour synthétiser la pensée de l'auteur, l'enjeu des prochaines années, ce sera plus la course à qui est le plus gros modèle de langage. La puissance brute se banalise en gros. Totalement. Le vrai champ de bataille, ça va être la gouvernance des données. Faut arrêter de voir l'information comme un flux qu'on stocke sur des serveurs froids. Il faut la voir comme un organisme vivant. Voilà, avec un cycle de vie qui demande du soin, de la conscience à chaque étape. Sinon, on construit juste des gratte-ciels sur du papier mâché. C'est une perspective qui remet tellement de choses en place. Et pour ceux qui nous écoutent, pour aller encore un peu plus loin, ça m'inspire une réflexion finale assez provocatrice mais super actuelle. Allez-y, je vous écoute. Imaginons un futur très proche où toutes les organisations, petites boîtes ou grands gouvernements, ont des IA capables d'imiter la perfection. Mhm. Des machines qui génèrent de la certitude absolue, avec un aplomb terrifiant, même si en coulisses leurs données sont chaotiques. C'est un scénario très probable. Dans ce monde-là, la compétitivité ne se jouera plus sur qui a l'IA. Tout le monde l'aura. La vraie question pour survivre, ce sera, face à deux réponses d'IA contradictoires venant de deux entreprises différentes, et toutes les deux super convaincantes, Ouais. laquelle de ces entreprises possédera encore l'infrastructure invisible, la mémoire inaltérée et l'historique pour prouver au reste du monde que c'est elle et elle seule qui détient la vérité. Waouh, c'est vraiment la question ultime de la décennie, ça. N'est-ce pas? Et ça rappelle brutalement que derrière la magie apparente de l'IA, c'est la rigueur humaine, silencieuse, souvent ingrate, de la gouvernance qui restera notre seul rempart. Notre seule boussole, en fait. Et c'est sur cette grosse réflexion de fond qu'on va clôturer cette analyse. Merci, c'était passionnant. Merci à vous. Et pour notre auditoire, n'oubliez pas d'observer de très près ce qui nourrit vos propres algorithmes au quotidien. Et vérifiez la qualité de la route avant de vous extasier sur le moteur. Très bien dit. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'information. Salut. Au revoir, merci.